et Alex! Re-bienvenue aux Voyeurs de vue. Les Voyeurs de vue, c'est deux chercheurs de peau synthétique qui regardent des vues devant l'Éternel. Et un de ces voyeurs-là, c'est moi-même, Yannick. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Alex, comment? Ouais, hey, avant qu'on commence, là, j'ai Oui. pensé à quelque chose que, tu sais, comme toi et moi, on consomme énormément de podcasts. Oui. J'ai remarqué quelque chose qu'on n'a jamais fait au Voyeur de vue. On n'a pas d'intro préfaite, tu sais, comme à trois bières, tu sais, toi, tu lis l'affaire, là, dont on en doit trois, tu sais, avec la cloche, tout ça, tu as introduit le concept. Blank Check, il y a toujours la même affaire aussi. Mm-hmm. Nous autres, on n'a pas ça, tu sais. On est toujours en train de faire un peu free-for-all à toutes les semaines. On invente, c'est toi qui inventes. Puis je me suis dit peut-être qu'on pourrait travailler sur quelque chose là, qu'on pourrait utiliser à tous les mois. Fait, j'ai écrit quelque chose, je voudrais te le pitcher. OK, on oui. va le faire live à l'émission parce que puis les gens peuvent peut-être nous dire si c'est bon ou pas. Là. Je pense que c'est assez original, là, en tout cas. OK. Vous pourrez juger par vous-même. Là, évidemment, toi, tu ne l'entends pas. Je vais faire un montage avec des sons comme de laser. Là. Ça va ressembler à ça, OK? OK. Émission 68. Cette semaine, Darkman. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Voyeurs de vue. C'est un peu comme Superman, genre, là, tu sais, une affaire. Je pense que ça n'a jamais été fait, là, d'après moi. Ouais, ça a de la drive, j'aime ça, ça a de la swing. C'est ça, j'ai comme l'impression que, tu sais, que c'est quoi les chances que, genre, j'empiète sur le territoire de quelqu'un d'autre avec ça, il me semble. Non, je pense que chaque nouveau move que les voyeurs de vue font devient une tradition. Ouais. C'est nouveau, c'est neuf. Tu sais, en tant que premier podcast de cinéma aussi, tu sais, c'est sûr qu'on défriche, là, nous autres. Fait que... Oui, number one Québec podcast pour les films. Ça. C'est en effet, c'est nous autres. Fait exact. Je pense que c'est très important. Comme tu l'as annoncé justement, cette semaine, on va parler de Darkman de Sam Raimi. Mais avant, on a des petites nouvelles de la semaine. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait des petites nouvelles en vrac. Mais avant de passer aux nouvelles en vrac, par exemple, je vais lire des reviews qu'on a sur Apple Podcast pour les voyeurs de vue. D'ailleurs, à l'avenir, pour le prochain épisode, je vais regarder les autres reviews sur peut-être d'autres plateformes afin d'en lire d'autres et encourager les autres gens qui nous écrivent des reviews. Mais là, on en a 2 nouvelles sur Apple Podcast. On a 17 ratings, mais on est encore 4.8 sur 5. Ça a shifté avec le 2. La semaine passée, on était à 5 sur 5, même s'il y avait un 2 sur 5. Fait que là, en tout cas, on va voir ce qui arrive. Là. Ah, ouais, hein? Mais on a Mr. Juice qui dit « Des cinéphiles passionnés et divertissants, ce balado québécois dédié au cinéma est très divertissant. La complicité entre Yannick et Alex est très palpable. Ils sont drôles par-dessus le marché. Abonnez-vous. » Mais on a aussi... merci beaucoup. On a Corey LD qui dit... Corky LD plutôt, il dit « La référence, le meilleur podcast pour suivre l'évolution du dossier de la Snyder Scott. » Oui. Puis, je pense qu'avant de procéder aux vraies nouvelles en vrac. Vraie nouvelle en vrac, il faut ajouter une nouvelle du Snyder Cut. Cette semaine, le Seigneur a su nous faire un clin d'œil et on a eu la première photo de Jared Leto en Joker pour le Snyder Cut, qui semble être une nouvelle version du Joker. Comme dans un jeu de cartes, on n'en a jamais assez de Joker. Le plus de Joker, le mieux c'est. Puis là, il n'y a plus ces tatous comme dans Suicide Squad. Non, c'est ça. Puis il n'y a plus des petits cheveux non plus. Là. Puis il n'y a plus des petits cheveux non plus. On dirait qu'il est habillé comme un cuistot de gros restaurants du passé. Et c'est pas mal ça. C'est en noir et blanc aussi. I guess il faut noter ça. Alors, moi, j'espère qu'il y a plein d'autres surprises dans Snyder's Cut, mais qu'on ne les verra pas toutes d'ici la sortie, qu'on nous garde quelque chose pour nous émoustiller pendant 4 heures. Et bref, c'est une des petits morceaux qu'on a cette semaine. Alex, qu'est-ce que tu as comme nouvelle à discuter? Moi, une chose que j'ai vue, justement, quand on parlait de qu'est-ce qu'on va faire pour les nouvelles, un film dont je n'avais pas entendu parler, Bullet Train. Un film réalisé par David Leitch de John Wick et de Atomic Blonde, qui vient de caster Sandra Bullock. En plus il y a aussi Brad Pitt, Lady Gaga, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Bad Bunny, qui je crois est une rappeuse, Brian Tyree Henry, Michael Shannon. Oh, ton boy.
C'est un de tes boys, Michael Shannon. Ouais, hein? c'est un de mes boys. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, là, des acteurs, Andrew Koji, Masioka, Hiroyuki Sanada. C'est un film de tueurs à gages qui se passe au Japon. C'est plein de tueurs à gages sur un train ensemble. Fait qu'il y a un genre de Murder on the Orient Express de tueurs à gages avec cette distribution. Mm-hmm. Ça a l'air mauvais, mais écoute, on verra. Écoute, je pense que David Leitch et Stahelski, là, ils ont eu un genre de mauvais sort que s'il n'y en a pas un ou l'autre qui pompe au moins un film et demi à chaque année depuis John Wick, il y en a un qui se transforme en pierre ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, ça ressemble à ça. Hein? Ils sont tout le temps en train de travailler, eux autres, là, les Snoro. Puis même quand c'est pas eux autres qui réalisent, ils font du second unit, ils font des cascades, des trucs. Fait que genre, c'est sûr qu'ils travaillent beaucoup, mais tu sais, ça n'a pas l'air vraiment bon, je dois dire. Mais, comme le concept me vient pas me chercher. Ben ça il y en a 2 autres qui vont sortir cette année de David Leitch. Calvas. Un avec Bob Odenkirk, là, qui fait un genre de Taken avec Bob Odenkirk. Puis l'autre, c'est quelque chose qui s'appelle Kate avec Mary Elizabeth Winstead. OK, ouais. Qui joue une tueur à gages aussi. Ça se passe aussi au Japon. Fait que clairement, il y a une traque là, de qu'est-ce qu'ils font. Il a dû apprendre comme je vais être un mois de plus au Japon finalement, aussi bien slider un autre film. Aussi bien caster Sandra Bullock et Brad Pitt dans mon film que je fais sur le side. Mais je sais pas, le genre de film que tu me décris, ça peut soit être une affaire avec du caractère qui est le fun, mais je sais pas si Leitch, il est... Tu sais, Atomic Blonde, ça a du caractère, mais ça a plus du caractère esthétique, mettons. Ouais, c'est ça. Mais ça peut soit être un genre de blockbuster lisse global un peu poche comme The Rock fait. Ouais. Ou ça peut être une affaire avec plus de caractère. Puis moi, c'est le train qui me fait penser à ça, là, mais un Taking of Pelham 1, 2, 3, mettons, mais qui fait plus là, fort. Là. Ça sonne plus comme Snowpiercer, là, je te dirais, ça a l'air plus high concept que ça. Mais tu sais, moi, c'est plus comme, généralement parlant, les esthétiques du Japon dans des films réalisés par des Américains ou comme produits sous le système des studios, c'est souvent de la merde. Comme c'est souvent, sans vouloir dire de l'appropriation culturelle, parce que là, je pense que Bullet Train, c'est basé sur un livre d'un auteur ou une autrice japonaise, puis je pense que c'est eux qui ont écrit le scénario aussi. Fait que il y a quand même une participation japonaise active. Ça a quand même l'air, je sais pas. Il y a une comme un genre de shit. fétichisation. Ouais, c'est ça, il y a des néons, puis ils mouillent, puis genre... Yakuza! C'est ça. Si on est au Japon, je peux avoir un long coat, un long duster en cuir, parce que c'est pas lame. Mais si j'étais à LA, ça serait lame. C'est comme... C'est ça. Je pense que c'est très... on va en parler peut-être en parlant de Darkman. C'est très adolescent comme fétichisation d'une esthétique, là. Mais encore là, j'ai rien vu, j'ai pas vu une seule image de ça. Mais le fait qu'il en a fait 2 back-to-back, ça augure mal, genre. Parce que déjà, Atomic Blonde, c'est quand même cool. Là. C'est tout ce qui est bon dans Atomic Blonde, c'est visuel, c'est stylisé, c'est pas l'histoire incompréhensible. Là. Mais déjà là, ça, c'est borderline comme inutile, juste. Les années 80, des surfaces qui reflètent de la glace et de la boucane, c'est très comme... pas loin d'être too much. Fait que, dès qu'ils en mettent un petit peu trop avec ça, ça peut devenir juste comme quelque chose de pas le fun, d'agressant. Comme il y a un film, je ne l'ai pas vu, mais là, cette semaine, moi, je pensais, parce que moi, j'ai jamais coché dans Letterboxd tous les films que j'ai vus. Dans ma tête, c'était comme il faudrait que je mette un score dessus, puis je trouvais ça comme franchement épuisant à faire. Mais là, cette semaine, comme quand je suis au téléphone ou quand je fais des shit, j'attends après un courriel ou d'après même, je vais sur Letterboxd, puis là, je clique les films que j'ai vus. Puis il y a Polar avec Mads Mikkelsen qui n'arrête pas de revenir, un Netflix original de tueur à gages dans l'Arctique, ou je ne sais pas trop, là, avec Mads Mikkelsen. Ça a vraiment l'air d'une affaire de edgelord là, qui essaie trop fort. Là. Là, je dois dire que je suis attiré par ça, même si je trouve que ça a l'air mauvais. Je vais sans doute l'écouter parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui fait que j'ai pas le choix de regarder ces films-là, même quand je les trouve toujours mauvais. Comme avec Terminal, le film avec Margot Robbie que j'avais parlé cet été, qui était juste comme un genre de film noir, poche d'esthétique de néon, vraiment plate. Puis je l'avais écouté pareil. Puis c'est comme on dirait que je peux pas m'empêcher de le faire. Fait
Bullet Train, que ce soit bon ou pas, c'est sûr que je vais te regarder. Fait que tiens-toi bien. Tiens-toi bien, Bullet Train. On se tiendra bien pour faut on va peut-être à la gare pour Bullet Train, je pense. Voilà. Pour ma part, moi, j'aimerais ça parler. C'est toi qui m'as fait découvrir la magie qui est Tubi. Oui. Qui est la plateforme de films et de séries télé qui est entièrement gratuite, mais qui a des pauses, il y a des messages publicitaires dans ce qu'on regarde, et il y en a plus selon la popularité du dit contenu. Je viens de voir qu'ils ont Titanic d'ailleurs, alors ça, j'imagine que ça va être des pauses publicitaires assez fréquentes. Ouais, puis ça va être en plus, c'est déjà assez fucking long de même. Mm-hmm. Mais je t'ai dit l'autre fois, j'ai écouté un film sur Tubi et j'ai pas eu d'annonce. Ah, je n'ai pas eu une seule traître annonce tellement c'était pas populaire. C'était Novocaine avec Steve Martin, en tout cas. Fait que je veux pas trop blow my spot en disant à tout le monde d'aller regarder ça parce qu'il n'y a pas d'annonce. Ouais. Si vous y allez toute la gang, il va y avoir des annonces. Fait que pensez à vos actions. Là, appelez-vous avant. Chacun votre tour. Pas tout écouter en même temps. Mais une affaire que je trouve intéressant, c'est que je trouve ça intéressant de voir quand les plateformes se donnent le mot parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va sortir bientôt, qui va être populaire, puis ils veulent capitaliser là-dessus. Là, on sait que, je crois que c'est ce mois-ci, si ce n'est pas le prochain, on va avoir Godzilla vs. Kong qui va sortir en streaming sur HBO Max, puis aussi en salle. Fait que là, il y a vraiment une grosse pelletée de films de monstres géants, de tokusatsu, qui a été dompé sur Tubi. Tokusatsu et Kaiju, c'est pas la même affaire? C'est la même chose? Tokusatsu, dans le fond, ça veut dire il y a des effets spéciaux, entre guillemets, des suits phonés en rubber. Okay, mais Tokusatsu veut essentiellement dire affaire avec des effets spéciaux dedans, mais c'est compris comme étant tout ce mais comme un gros Chris d'Ultraman, c'est pas un Kaiju parce que c'est un robot et non pas un monstre. C'est ça l'idée? C'est Tokusatsu, mais je pense que Kaiju, c'est vraiment juste un gros monstre, mais Ultraman, il se bat contre des monstres aussi. Et d'ailleurs, justement, il y a beaucoup de tokusatsu qui ont été dompés, je pense, justement à cause de Godzilla vs. Kong. Fait que, en plus de ce qu'il y a déjà sur Criterion, moi, j'ai commencé à me faire un petit pèlerinage de films de kaiju et de films comme ça. J'ai même écouté Godzilla King of the Monsters ce week-end, qui avait tout de même, de ce que j'avais entendu, une très mauvaise réputation, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment tout de même pas mal bon. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu l'autre avant, là, avec Bryan Cranston. Mais... Ouais, ben je te dirais que celui-là, il est meilleur. Il est meilleur, mais tu vois, je l'écoutais en bout de 45-50 minutes, puis je pense que c'était la meilleure façon de l'écouter. Là. Mais bref, c'est ça. Il y a beaucoup de films de Gamera que j'ai pas encore écouté, qui était comme un autre monstre qui est vraiment populaire. Mais il y a quasiment une rangée qui est Shout Factory, qui est la maison d'édition américaine qui édite plein de choses curieuses et différentes. Mais là, ils ont comme toute une sélection justement de tokusatsu. Fait qu'ils ont plein d'affaires comme les shows de Sentai, les Power Rangers, puis tout ça, mais tu sais, les shows originaux, dont justement des Ultraman. Puis j'ai commencé à écouter une couple de ces shows-là parce que j'ai toujours voulu les écouter. Puis là, c'est un accès facile à ça. Je vais te dire, j'ai écouté 2 Ultraman à date. Puis ça m'intéresse parce qu'il y a un mois à peu près, ou même il y a une couple de semaines, il y a eu le trailer de Shin Ultraman qui est réalisé par Hideaki Anno, qui a réalisé Shin Godzilla, dont on a parlé cet été. Fait que dans le fond, même si j'ai toujours été intéressé par Ultraman, j'écoute ça pour faire un peu mes devoirs. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Ultraman, c'est tout de même pas mal plate. Parce que le concept, c'est que tu as comme un genre de crew du gouvernement qui enquête sur des trucs surnaturels qui sont des monstres. Puis il y a un capitaine de cette équipe-là, il est manqué mourir dans un écrasement de son jet qui a collisionné avec l'affaire qui amenait Ultraman genre dans l'espace. Ultraman faisait juste se promener, puis il est rentré dans un jet, puis il a fait comme « Oh, excuse, man, je vais donner ma vie pour te sauver. My bad, bro. » Puis, fait que là, ce gars-là, il a comme une capsule dans les mains, puis quand que les méchants deviennent gigantesques, il se transforme en Ultraman, puis il est juste Ultraman pour 3 minutes. OK. Tu vas le deviner, c'est des 3 minutes à la fin du show que Ultraman apparaît. Fait que, comme show d'aventure,
C'est une facture intéressante. C'est vraiment comme enfantin, enfantin poète-poète. Mm-hmm. Mais ce qui m'intéresse pour Shin Ultraman, c'est que si c'est vraiment la même facture politique Ouais. d'un super-héros qui peut juste exister 3 minutes pour régler un problème, je pense que ça va être vraiment drôle et intéressant. Mais bref, il y a ça. Il y a Super Sentai aussi là-dessus, Zyu Ranger, que ça, c'est la version originale des Power Rangers qu'on a connue ici en Amérique du Nord. Si vous avez déjà vu les Power Rangers, c'est des adolescents en Californie qui s'habillent selon une seule couleur, puis là, ils se transforment en Power Rangers pour se battre contre des monstres. Ben, toutes les scènes d'action viennent du show japonais, puis il y a juste les scènes d'ados qui étaient tournées en Amérique du Nord. La version japonaise, c'est pas des ados californiens, c'est des princes et des princesses d'un royaume préhistorique qui existait comme il y a 100 000 ans, qui sont réveillés maintenant pour se battre contre leur ennemi. Fait que le fait que c'est entièrement différent Ouais. des versions américaines, je trouve ça vraiment cool, puis je trouve ça le fun à écouter. Je trouve que c'est de l'écoute de samedi matin. De samedi matin avec tes céréales, là, c'est le fun. Alors, vous pouvez voir ça sur Tubi. Puis je me suis pas encore attaqué au film de Gamera tout ça, mais je vais en écouter au moins un ce week-end, je vous le garantis. Alors, c'est ça, Tubi, des gros monstres là-dessus, allez voir ça. Ouais. J'avoue que ça manque. Tu sais, même quand on a regardé Shin Godzilla, c'était essentiellement le deuxième Godzilla que j'avais vu de ma vie, là. À part ceux-là avec Jean Reno et Matthew Broderick. Fait que, tu sais, ça manque quand même à ma culture, mais là, je te dirais que là, en ce moment, c'est ça. J'ai aussi payé pour. Là, je parle juste de Letterboxd. J'ai payé pour Letterboxd Pro. Oh yeah! Fait que là, ça me donne des stats. Là, je suis rendu obsédé par mes stats. Je regarde mes stats à tous les jours. Puis là, je suis comme, et là, tu sais, comme, on va s'en douter, ça skew vraiment plus vers des films en anglais, surtout américains. T'sais. Puis là, je suis comme, ça, c'est entièrement en mon pouvoir. C'est parce que je pense pas à ce que je fais. Là, je suis comme, il faut, tu sais, comme, mettons, là, en ce moment, il y a une collection sur Criterion qui est comme de New Korean Wave ou un affaire de même. Des films coréens d'il y a à peu près 20 ans, là, tu sais, qui. Ça, je pourrais toutes les regarder. Je veux toutes les regarder, tu sais. Mais à la place, je suis comme, non, il faut varier. Et il faut regarder Inheritance avec Simon Pegg parce que de temps en temps, mon Letterboxd peut pas être 4 étoiles de fil, genre. Ce qui est vraiment stupide. Genre, c'est en train de me consommer entièrement, là, depuis que j'ai des stats de Letterboxd. Mais, en fait, c'est pas vrai, là, mais fait que c'est ça, je me disais, tu sais, une bonne façon de clairer, mettons, du Japon ou du coréen, puis monter mes stats, c'est des séries. Fait que j'ai commencé les Yakuza Papers, là, qui sont d'ailleurs sur Tubi aussi, qui sont 5 films de Kinji Fukusaku, qui a fait Battle Royale, qui est son film plus connu maintenant. Là. 5 films de Yakuza, là, impénétrables. Je comprends jamais rien de ce qui se passe. T'sais. Ça commence, puis là, il y a 5 minutes de juste des freeze frames de des dudes en saut, puis là, c'est écrit genre, tu sais, Dimples Fukuoka. Puis là, c'est genre, lui, c'est le third in command de telle famille. Là, ça fait ça pendant vraiment longtemps. Puis là, t'es comme, mais je vais jamais retenir ça, tabarnak. C'est plus compliqué qu'à 100 ans de solitude. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il se tape sa gueule. Il se coupe la tête avec des couteaux de boucher, là, des cleavers carrés. Puis c'est vraiment nice. Fait que là, je suis comme, j'ai rien compris. Je pourrais jamais te résumer. On peut jamais faire ça au show. Là, c'est fucking bon, là, le premier, Battles Without Honor or Humanity, qui est un esti de bon nom aussi. Ouais, c'est malade sans crise, ça. Mais on pourrait pas le faire au show parce que là, je serais genre, là, il y a un gars qui arrive en courant, puis on l'a vu 1 heure avant, il y avait un petit titre qui disait c'était qui, mais on l'a pas vu depuis ce temps-là. C'est vraiment fucking malin. Fait que, en tout cas, là, tu sais, mettons, Clarissa, ça va donner 5 films à mes stages japonais et à aller donner. En tout cas, c'est sûr que de par ma job, ça rend ça difficile de focusser entièrement sur le cinéma hongrois ou faire comme je fais avec mes disques, dans le fond, ou ce que je suis comme cette semaine, pour 3 mois, j'achète juste des disques de fusion hongrois. Ça, c'est facile à faire. Pour regarder des films, ça l'est moins, je te dirais. Mais oui, c'est ça. Ça manque à ma culture, bref. Ben, si tu cherches justement à enclencher un sur Criterion sur le week-end, moi, à date, dans les Godzilla que j'ai écoutés, Godzilla versus Mecha Godzilla est le plus le fun, puis je trouve ça là qui s'écoute le mieux, parce qu'ils ont tendance... Il y a du drame humain, puis le drame humain, ce qui est intéressant dans les films de Godzilla, c'est que à date, de ce que j'ai vu, c'est que tu peux comme faire n'importe quel genre
entre les comme, tu sais, Godzilla King of the Monsters, il y a en masse de sous-marins, mettons. C'est comme un drame de sous-marins parce qu'ils sont dans des vaisseaux, puis ils sont comme, hey, Godzilla, il est là, puis blablabla, puis des mesures de guerre. Dans Godzilla versus Mechagodzilla, il y a un petit aspect James Bond-esque, avec juste une petite pincée de Indiana Jones, peut-être. Là, c'est un peu comme des Carry-On, ce que tu me décris, là, dans le fond. Tu sais, Carry-On, c'est genre en autant que le monde tombe, c'est fun. Lui, il joue le dude gay, elle joue la fille, la méchante. Tu sais, c'est toujours pareil. Je pense que oui. Je pense que c'est comme ça que peut-être que justement Godzilla, c'est le Carry-On japonais. Là. Je pense que c'est. On est en train de mettre le doigt sur quelque chose. En fait, moi, je suis sûr qu'il y a un Carry-On japonais. Ouais, il y a une affaire qui s'appelle Stray Cat Rock, je pense. Là. Puis c'est comme une série des années 70 de films rock'n'roll. Tu sais, comme. Tu sais, ce genre de film de comme on fait des méfaits, on fait sauter des choses, puis à la fin, il y a genre un band rock qui joue, puis tout le monde danse. Puis ça, il y en a comme 10. Ils sont tous aussi sur Tubi, me semble. Tu sais, avec Carry On, là, je suis en pause parce que je peux pas, je les regarde avec Michel qui a composé la musique du show. Fait que je l'attends pour écouter les autres. Mais tu sais, quand tu tombes dans un beat d'une série de films qui sont tout le temps pareils, c'est quand même satisfaisant, je dois dire. Tu sais, j'aime ça. Même quand ils sont de la merde, c'est comme réconfortant d'être dans la série puis de continuer. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des fois, comme tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sont de même à un moment donné. Tu sais, c'est de même quand t'es fan d'une série où, tu sais, du monde comme je les aime pas toutes les bandes, mais des fois, m'a mettre un Timothy Dalton, m'a juste vibé, puis m'a aimé ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, puis t'as comme moi, j'ai jamais vraiment fait ça, mais des gens qui sont comme très confortables de réécouter des séries de slasher, mettons, toutes les Friday the 13th, puis ils retombent dedans à chaque année. Puis moi, je trouve ça quand même épuisant. J'aime pas tant ça, tu sais. Je trouve pas ça assez bon. Tu sais, j'aime ça les regarder, mais mettons que d'en faire un confort, là, ça n'arriverait pas. Mais avant de parler de Darkman, je voulais parler parce que légèrement des Golden Globes. Parce qu'il y a eu les annonces des Golden Globes le lendemain, en fait, le jour que le podcast de la semaine dernière est sorti. On va se dire, les Golden Globes, c'est jamais tant pris au sérieux. Non, la réputation des Golden Globes, c'est quand tu l'écoutes à la TV, c'est que. Tout le monde est sous. Ouais, c'est ça, tout le monde est sous et lousse. Puis le monde en revienne pas que Ricky Gervais a fait une joke que la plupart des gens écriraient sur Twitter, c'est juste qu'il a fait dans la face des vedettes d'Hollywood, puis le monde n'en revienne pas. C'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est pas pour ça, mais moi, je le regarde tout le temps. Tu sais, c'est. Moi, je mets pas tant de poids dans les prix au cinéma parce que, c'est souvent de la merde, là, c'est un concours de popularité pas clair. Puis deux, j'aime pas l'industrie qui a popé autour de ça. Tu sais, je follow du monde sur Twitter, des critiques de cinéma ou du monde qui écrivent en cinéma, que rendu, tu sais, mettons, passé TIFF, là. Fait que, tu sais, au mois d'octobre, là, tout ce qu'ils font, c'est dire est-ce que ça va être ci, est-ce que ça va être ça, ça va-tu être Zendaya qui va être nominée pour un Oscar ou ça va être ci ou ça va être ça? J'entends dire qu'il y a du buzz de ci, de ça. Puis ça, je trouve que c'est une façon. C'est pour ça que je ne regarde pas de sport en partie. C'est une façon de gamify le cinéma d'une façon que je trouve pas le fun. Que je trouve franchement rébarbative et plutôt sans intérêt. Mais quand même, cette année, c'est intéressant, les Golden Globes, parce que c'était pas une année normale au cinéma. T'sais. Puis les Golden Globes se séparent, en tout cas au niveau du cinéma, en drame et en comédie. Puis tu sais, là, fait que les 5 drames qui sont en nomination, c'est Mank là, de David Fincher, Nomadland de Chloé Zhao, Promising Young Woman de Emerald Fennell, The Trial of Chicago 7 de Aaron Sorkin et The Father de Florian Zetterlund, de n'importe quoi. Florian Zeller. Mais tu sais, ça, c'est 5 films. Honnêtement, je pense, là, dans une année normale, peut-être Nomadland aurait été nominé, puis pas les autres. Parce que c'est des. Mank puis Trial of Chicago 7 qui sont des productions de Netflix qui sont des succès d'estime, mais encore, toi, t'aimes beaucoup Aaron Sorkin, t'as pas vu Chicago 7 encore. Pas encore, non. Parce que, genre, dans un sens, tu t'en crisses un peu, puis il va toujours être là. C'est pas un film événement. Puis pas tous les films qui sont en nomination pour les Golden Globes sont nécessairement des films événements non plus. Mais
sais, cette année, ça fait dur un peu. Puis, tu sais, j'ai eu le même problème, même quand j'ai fait mon top 10 de l'année pour Colt, où ce que j'étais comme. Tu sais, il y a des shit là-dedans que d'habitude, ça serait facilement fait tasser, là, tu sais. Puis c'est parce que, tu sais, même si j'ai couvert des festivals et tout ça, c'était pas. On n'envoyait pas leur best and brightest, tu sais. On y envoyait un peu les affaires que c'était pas grave si ça passait dans le beurre. Puis beaucoup d'affaires ont passé dans le beurre cette année, tu sais. Puis ça arrive à chaque année, mais quand soudainement les affaires qui passent dans le beurre sont quand même les choses avec le plus haut profil, ben c'est ça qui arrive. Mhm. Fait que je sais pas, je vais sûrement pas regarder les Golden Globes cette année, surtout pas tout seul. Mais Mais juste pour donner un exemple des Golden Globes, il y a une année, The Martian de Ridley Scott a gagné meilleure comédie. oui. C'est lousse de même, les Golden Globes. C'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben c'est ça. Puis moi, j'aime bien ça, The Martian. Le monde, il chie beaucoup sur The Martian. Je trouve ça quand même amusant. Moi, Faire j'adore des The Martian. patates dans sa marde, c'est drôle, ça. Oui, c'est drôle en esti, là. Mais, tu sais, je comprends que c'est très un divertissement très down the middle, populiste, whatever. Genre, encore là, ça devrait pas être en train de gagner plein de prix. Mais je comprends pourquoi ça gagne. Tu sais, Green Book a gagné, tabarnak. Ça dit tout ce que ça peut dire sur les prix au cinéma. Oui, absolument. Mais, tu sais, ça reste quand même intéressant. Puis là, tu sais, évidemment, Chadwick Boseman a fait un film, a fait Ma Rainey's Black Bottom. Il y a des bonnes chances qu'il gagne, qu'il rafle tout pour ça parce qu'évidemment, il est décédé. Je me souviens où j'étais. J'étais avec toi, Yannick, quand on a appris que Chadwick Boseman est mort. Oui, nous l'avons Dans le appris dans la taverne, dans la station de métro Longueuil, qu'on n'était même pas sûr qu'elle existait encore, elle est encore ouverte. Sérieux, par exemple, ça c'était un des high points de 2020 quand on est rentré dans la station parce qu'on n'était pas sûr que ça existait encore. Puis de voir qu'elle c'était ouvert, puis se commander des grosses bières là avec fidèle auditrice et amie de l'émission, Marie-Lise Hamelin. C'était un très beau moment. On dirait que ça fait 100 000 ans. Quand je pense à ça, là, c'est comme le moment où on est rentré dans un bar et on s'est assis. Comme ça, là. C'était la pandémie déjà, là. Mais c'était correct d'être assis dans le bar. Ah là là. En tout cas, fait que c'est poche que genre, c'est ça que un des highlights de 2020 est aussi la mort de Chadwick Boseman. Ouais. C'est poche. C'est pas Mais ça, bon, tabarnak. c'est sûr qu'on fasse. On peut rien faire d'autre. La seule affaire qu'on peut faire, c'est aller vers notre film de la semaine, je crois. Ouais, je pense qu'on est rendu là. C'est aller, c'est de Turn on the Dark avec le film de Sam Raimi, Darkman, qui met en vedette, bien sûr, Liam Taken lui-même, Liam Neeson, dans le rôle de Peyton Westlake, qui joue un scientifique qui est brutalement attaqué, qui est défiguré, qui est laissé pour mort à cause d'un méchant mafieux qui s'appelle Robert Durant, qui est joué par Larry Drake. Il est laissé vivant cependant et Peyton Westlake décide de prendre vengeance en utilisant ce quoi il travaillait dessus, sa découverte, c'est de la greffe de peau afin de créer des différents masques et différents visages pour se venger contre le crime organisé qui l'a détruit, mais aussi pouvoir reconquérir sa femme qui est jouée par Frances McDormand. Cependant, il demeure atrocement défiguré et les masques, les visages qu'il crée, ils durent juste comme 90 minutes. Et comme si le film savait que dans le fond, 90 minutes, c'est juste ça que tu as besoin. Alors qu'il est transformé par son accident et son désir de vengeance, il devient aussi quelqu'un de plus tordu, violent et certains diraient maléfique. Et à travers tout ça, il va monter la chaîne du crime qui lui a fait du tort pour sauver sa femme, ainsi que peut-être la ville de Détroit. Je ne sais pas si c'est officiellement. C'est-tu supposé être Détroit, pour vrai? Parce qu'à un moment donné, ça dit... J'ai vu Détroit écrit sur un building. Le film ne dit pas que c'est à Détroit, mais j'ai vu Détroit écrit sur un building. Puis je sais que Sam Raimi vient du Michigan. Fait que j'assume que c'est peut-être Détroit. Mais bref, c'est ça, Darkman. Ça a été souvent décrit, surtout maintenant, c'est devenu un cliché de dire comme « Ah, ça, c'était le premier film de super-héros de Sam Raimi, avant qu'il fasse sa trilogie de Spider-Man et avant, bien sûr, qu'il fasse le prochain Doctor Strange qui doit être fini ou du moins en tournage en ce moment en Angleterre. » Même si, à travers les cercles de films nerds, c'est dit souvent, Darkman demeure tout de même
pas pire oublié, je pense, dans la culture populaire. Puis, je trouve que tu donnes une belle surprise de suggérer à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as pensé de Darkman, Alex? Ben, tu sais, moi, j'avais vu Darkman quelques fois. J'avais un DVD là, dans le temps que c'était une chose qu'on faisait d'avoir des DVD. Puis, mon ancien colocataire, Louis Lazarus, lui est un asti de gros fan de Sam Raimi. Lui, il parlait, tu sais, c'était un peu comme son touchstone, là, tu sais, de réalisateur de... Quand il, tu sais, parce qu'on étudiait en cinéma, tu sais, quand il décrivait une shot, c'était souvent une shot de Sam Raimi. Tu sais, je veux faire comme dans Whatever for Love of the Game ou une affaire de même. Puis, je pense que j'ai beaucoup regardé Darkman, c'est ça, tu sais, l'année là, en 2007 ou 2008, là, quand j'habitais avec lui, puis on parlait beaucoup de Sam Raimi, tu sais, c'était beaucoup dans nos conversations. Mais tu sais, ça, c'était au début là, des balbutiements des films de super-héros. C'est sorti en 1990, c'était comme c'est ça. Un an après Batman. Là. Exact. Mais tu sais, même quand moi je le regardais beaucoup, là, quand j'habitais avec Louis, c'était comme l'année de Iron Man, mettons. Fait que, on n'était pas dans ce qu'on a maintenant, qui est une industrie qui est complètement pilotée par les films de super-héros. Tu sais, moi, j'aimais beaucoup ça parce que c'est très petit gars de 12 ans comme film. Tu sais, c'est beaucoup comme les genres d'histoires que je m'imaginais dans ma tête, n'étant pas vraiment un fan de super-héros existants. J'aimais le concept d'un super-héros, mais moi, je suivais pas les BD comme toi. Ou, comme... l'idée qu'il y a un super-héros tout fait, qui te donne le v'là. Tout ce que tu as besoin de savoir sur ce super-héros-là est contenu dans ce film-là. Même quand j'avais plus 12 ans, je trouvais ça vraiment hot. J'aime la mythologie super simple de Darkman. Tout est dedans. C'est super efficace, puis c'est un peu plus comme moléculaire, groundé, comme film de super-héros, dans le sens que tu ne peux pas vraiment voler. C'est comme un film d'action des années 90 à la base, mais lui, il a des super pouvoirs qui sont pas tout le temps clairs, puis des fois pas nécessairement plus... Dans un film où ce que c'est pas dit, Arnold est aussi fort que Darkman. Ouais. Dans le sens que Darkman, il peut pas faire des affaires que tu peux pas t'attendre de lui nécessairement, à part être fort. T'sais. Puis l'esthétique, un peu crottée de ruelles, puis de vieux dépotoirs, puis j'ai toujours trouvé ça vraiment hot. Puis aussi, c'est ça. En le réécoutant hier, je me suis rendu compte que le style de Sam Raimi est dans chaque seconde de ce film-là. Ça peut pas... Il n'y a pas de film, à part les Evil Dead, pas vraiment de film qui a plus l'air d'un film de Sam Raimi que Darkman. En fait, j'adore ça. Je trouve ça vraiment bon. Je trouve que Darkman, c'est presque l'idéal que j'imagine dans ma tête pour un film de super-héros. Maintenant, je me rends compte, quand je vais voir un film de super-héros, à toutes les fois, il faudrait que ça soit Darkman. Puis je serais toujours content. Mais là, c'est pas ça qui arrive. Hélas. Ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Une affaire que je me suis souvenu cette semaine, que je ne me souvenais pas, c'est qu'en 6e année, je m'étais déguisé en Darkman. Ah ouais? Je trouvais que Darkman était vraiment cool. Je trouve que, sans vraiment tout rentrer dans le film, je trouve que son design de base de trench coat, chapeau, tête avec des bandages comme homme invisible, je trouve ça c'est fucking sick comme iconographie. De super-héros, puis Rorschach puis The Question sont essentiellement ça aussi. Je trouve que c'est pulp aussi, on dirait qu'il a été inventé des années 30. C'est ça, en fait, c'est le Invisible Man là, de Claude Rains. Hein? Oui, ça, c'est l'Invisible Man. Puis il y a un petit peu de shadow aussi là-dedans. Ouais. Puis quand il n'y a pas son... Quand on voit sa face toute fuckée, moi, ça me fait un peu penser à Phantom of the Opera, là, la version muette avec Lon Chaney, là, ce qui est un genre de... comme une tête de squelette avec des petits cheveux, là, genre. Ben oui, comme la défiguration de Darkman est partiellement blanche, justement, comme un masque de fantôme dans l'opéra, plus au théâtre, là, mais c'est essentiellement ça. Fait que j'ai toujours comme trouvé Darkman vraiment cool. Ça, je me rappelle que ma mère avait fait le costume. La seule affaire, c'est qu'on avait comme loué un chapeau quelque part parce que ma mère ne pouvait pas me faire un chapeau. Là, mais imagine un jeune Yannick qui s'arrange tous les bandages autour de la tête à l'Halloween dans son imperméable bleu et avec le chapeau bleu.
Parce qu'on avait été full palette plus comic book. Puis c'est ça, c'était mon Halloween. Fait que j'aime beaucoup Darkman. Puis ce que je trouve qui est vraiment écœurant de Darkman, c'est que c'est vraiment comme un film. Il n'est pas basé sur un comic book qui existe déjà, mais il est extrêmement comic book. Ouais, c'est ça. Comment je vais voler ta propre citation hier. Je te textais quand je le regardais. Puis j'ai dit pourquoi les films de super-héros sont pas comme ça. T'as dit parce que Sam Raimi veut pas faire un film de super-héros, il fait un film de comic book. Ça, c'est une extrêmement bonne façon de résumer ça. Parce que même si t'es pas un nerd de comic book comme moi, tu reconnais le langage comic book là-dedans. Là, puis tu sais, des fois, c'est mauvais. Je pensais à ça hier en regardant le film Gangster Squad de Ruben Fleischer. Oui, oui. Ça, c'est un film aussi avec une esthétique de comic book. Absolument. Mais échoué. Mal dosé, mal. Puis aussi, qui n'était pas présenté comme tel. Fait que là, c'était une surprise de regarder ce film-là, puis de dire, OK, c'est juste une coche en dessous de fucking Dick Tracy, puis c'est pas ça qu'on m'a promis, mais bref, c'est ça. Je pense que la distinction entre, justement, des super-héros puis des comic books est vraiment importante. Un bon exemple de ça, c'est, mettons, quand, parce que la transformation de Peyton Westlake a fait que ça l'a débalancé. Pour qu'il puisse survivre, il y a une chirurgie qui coupe ses nerfs de douleur, mais ça fuck sa balance, mettons, émotionnelle, fait qu'il peut partir dans une rage. Puis quand il part dans une rage, puis la caméra vole vers lui, puis twist, puis là, soudainement, la face de Liam Neeson est éclairée en rouge. Tu sais, c'est une affaire d'un comique des années 70 de palette de couleurs moindres qui font comme là, il est en train de capoter dans cette case-là, fait que là, on va tout le colorer rouge. Tu sais. C'est que c'est vraiment tout absorbé, ce langage-là, qui était plus primaire, mais qui frappait plus. Puis que Sam Raimi utilise. Puis c'est vraiment fucking sick, c'est vraiment bon. Mais il n'y a pas juste le feel des cases, mais il y a aussi la forme de l'histoire. On s'est moqué quelques fois de l'existence de Morbius avec Jared Leto, qui est aussi le Joker, le terrible Joker. Qui est aussi en nomination pour un Golden Globe, d'ailleurs, pour The Little Things. Son rôle de dude graisseux qui est là dans les 20 dernières minutes du film. Ça va bien, ça va bien. Si tu vas voir l'origine de Morbius sur Wikipédia, là, tu verrais que c'est pas loin de Darkman. Puis dans les années 60-70, les comics de Marvel, tous les méchants sont essentiellement Darkman. Ils sont pas tous les méchants, mais un scientifique qui a une découverte qui se fait tuer, mais là, il utilise sa découverte pour essayer de se venger, puis il devient soit un méchant ou un bon. C'est 75% des ennemis de Spider-Man, puis c'est le pain puis le beurre de Marvel Comics. Puis ce que je suis en train de dire, c'est que Morbius, ça pourrait être une bonne idée si c'était Darkman. Mais ça va pas être sick comme Darkman, fait que ça va pas marcher. Ouais. Fait que tu sais, Sony, là, vous nous écoutez, là, si vous voulez continuer à faire des spin-offs de personnages de 8e plan de l'univers de Spider-Man, là, écoutez Darkman puis faites ça, parce que c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche. Il l'a tellement mis nothing but net avec ça que j'ai trouvé ça merveilleux. Je te dirais que ce qui est vraiment écœurant, c'est que ça, c'est comme une affaire que tu dis souvent, tu sais, c'est le film le plus de ce réalisateur-là. Ben, c'est ça, Darkman, c'est le plus Sam Raimi de Sam Raimi parce que il y a clairement toute sa fascination avec les monstres de Universal Studios qui est là-dedans. Je trouve que Darkman, il est immédiatement comme de façon classique. Il est comme ça. Fait qu'il y a tout en plus de l'esthétique comme gritty, crotté, il est comme un genre de Quasimodo dans les rues qui est triste au loin, qui regarde sa dulcinée, qui ne le reconnaît plus, toutes ces affaires-là. Il y a aussi un aspect slapstick, quasiment Three Stooges, là, qu'on retrouve plus dans... Il l'a pas tant que ça dans Darkman, mais il y a la scène où Darkman est accroché après un hélicoptère, puis là, je ne sais pas si c'est Larry Drake, mais en tout cas, quelqu'un le kick d'en face. Puis comment que Sam Raimi a filmé ça, c'est il alterne entre tuer le pied et tuer la face. Fait que la caméra est dans le pied, fait que là, la caméra, elle slam vers la face de Liam Neeson. Puis là, à chaque fois que ça kick, ça coupe. Puis là, tu vois, toi, tu es Liam Neeson, puis là, tu reçois un pied d'en face. Puis ça, c'est vraiment comme... Tu sais, toute cette séquence-là dans l'hélicoptère est super cartoon Three Stooges, c'est ça? Parce que Larry Drake, il tire avec un genre de lance-roquette. Je sais pas trop de Chris. Tu
Tu sais, c'est très... Plus que tu es quasiment Bugs Bunny. Là, tu sais, je te dirais, genre, les guns ont l'effet qu'ils ont dans Bugs Bunny, un peu. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils pètent tout autour de toi, mais ils font jamais l'affaire que tu veux qu'ils fassent. Mhm. Parce qu'on s'entend que Bugs Bunny qui mange un coup de 12 dans la tête, c'est pas ça qu'on s'attend à voir. Hein? Non, tu sais, sa face serait entièrement noire. C'est ça. Comme de charbon, genre. Mais oui, c'est ça. La scène où Peyton se fait attaquer puis défigurer puis tout ça, Mm-hmm. c'est assez horreur pour faire « Ah non, qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? » Mais c'est pas Murphy qui se fait tuer dans Robocop non plus. Ouais. Parce que t'as ses mains qui se font brûler puis c'est comme « Oh my God, ses mains se font brûler. » Mais ils se font brûler en genre de stop motion qui est tout de même vraiment cool à regarder. Il chevauche comme 2-3 affaires en même temps dans ces scènes-là qui est vraiment remarquable. J'ai trouvé ça. C'est vraiment bon. Puis c'est ça qui est cool justement de Darkman. Puis pourquoi que tu sais, on dirait aux autres, vous voulez faire ça comme du monde, faites Darkman. Mais parce que c'est tellement au cœur de ce que Sam Raimi est et aime en tant que réalisateur. Tu sais, son slapstick, il est dans Drag Me to Hell aussi, puis dans bien d'autres de ses affaires. Fait que je pense que c'est un peu aussi pourquoi c'est pas facilement répétable. Parce que faut que tu y ailles comme trop sincère, voici ce qu'il y a dans mon cœur, tu sais, pour faire Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, puis à la base de tout ça qui est un peu pas honnête, mais tu sais, comme qui n'est pas tant senti. Tu sais, je pense que la chose que tu peux dire à propos de Darkman, c'est que ça reste tout de même artificiel. Tu sais. Le fait qu'il est un scientifique, puis là, il gosse des shit. Tu sais, ça, c'est très comme moi qui joue au Lego quand j'ai 8 ans, puis je suis un scientifique. Tu sais. On ne cherche pas vraiment un réalisme. Tu sais, c'est zéro réaliste, en fait. Je pense qu'à un certain point, ça vient quand même affecter, mettons, le noyau émotionnel du film, où ce que comme c'est assez slapstick, c'est super stylisé, tout ça. T'sais, à la base, on est-tu comme. On veut-tu vraiment qu'il revienne avec Frances McDormand ou on s'en sac un peu? T'sais? Mais, alternativement, l'affaire, c'est que je pense que ce que les films de super-héros font maintenant, c'est le contraire, c'est bien pire. T'sais, c'est de mettre beaucoup trop d'emphase sur l'émotion, faire des films qui durent 2h40 quand je ne sais pas si c'est nécessaire. T'sais? Comme. Je trouve que la pureté de Darkman, c'est sûr que la pureté de Darkman fait que les défauts de Darkman viennent de sa pureté. C'est que c'est très, très concis, c'est ce que c'est, ça bang, bang, bang. Je pourrais pas dire que moi, je suis particulièrement émotionnellement engagé dans ce qui se passe avec le personnage de Darkman. Mais ça veut pas dire que c'est pas un bon film. T'sais, ça veut pas dire que c'est peut-être pas une meilleure façon de le faire. Genre, c'est pas... Moi, j'étais tout de même sa tristesse d'avoir perdu, de constater sa condition, moi, ça venait me chercher. Toutes ces affaires qu'il avait perdu. Mais si je pense, mettons, à la romance qu'il y avait avec Frances McDormand au début, je suis comme, ah, c'est pas tant. C'est pas autant marquant, puis t'es pas. Ouais, mais je sais pas si ça c'est trop marquant quand il meurt. Peut-être que le slapstick est plus le fun, par exemple. C'est peut-être que le slapstick de sa mort devient déplacé aussi. Ben, il y a tout une affaire, tu sais, dans Sam Raimi, dans ces gros moments-là, tu sais, comme quand son appart explose puis son corps revole. Ça, c'est un peu slapstick, pareil, tu sais, de le voir revoler puis tomber puis tout ça. Tu sais, il y a souvent plusieurs tons qui jouent sur un même moment dans Sam Raimi, tu sais. Tu sais, comme je pense, mettons, au moment, là, dans Spider-Man 3, où il devient emo, là, puis là, il y a des... Ouais. Ça, c'est un exemple de Sam Raimi qui en met trop, je te dirais. Puis ce genre d'affaires-là joue beaucoup dans Darkman. Tu sais, les genres de... Je veux pas dire des ruptures de ton, parce que c'est pas des ruptures de ton. Le ton est pareil tout le long, mais des fois, le ton est pas clair. Par exprès, tu sais. Puis ça fait, tu sais, aussi qu'il y a comme dans Batman Returns, il y a beaucoup de parallèles entre Darkman et Batman Returns. Oui. On a une intrigue d'homme d'affaires qui veut prendre contrôle de la ville puis qui s'allie à un élément criminel dangereux puis qui veut rebâtir la ville à son image puis toutes ces affaires-là. Là. C'est ça, puis de comme deux méchants, dont un qui crouse le personnage féminin principal, tout ça, tu sais. Darkman est moins baroque art déco que Batman Returns. Ça,
c'est un film à pas mal plus petit budget aussi. Mhm. Même si ça, c'est une affaire aussi, tu sais, Darkman, c'est comme relativement petit budget pour l'époque, puis tout ça, mais ça paraît pas, là. Man, avec la raid d'hélicoptère à la fin, là, tu sais, tout de même en plein jour, puis avec un vrai dude qui parle l'hélicoptère, j'étais tout de même surpris. Là. J'ai vraiment aimé ça. Là, tantôt, j'ai comme un peu stické sur le manque de vérité émotionnelle. Mais tu sais, à la base, c'est un divertissement essentiellement parfait. Tu sais, c'est exactement ce que ça veut être, puis ça va là. Je pense pas que ça transcende vraiment cette idée et cette image d'être, tu sais, comme du comic book en vrai. Mais il faut aussi noter, tu sais, que ça existait, à part les films de Superman à cette époque-là, puis le premier Batman, qui est quand même différent là, dans son ton. Ça n'existait pas vraiment, tu sais, des films de comic book, pour ainsi parler. Je sais pas, tu sais, je pensais justement... ça n'existait pas vraiment. Tu sais, c'est même c'est Richard Donner, en faisant le premier Superman, il a dit ah ouais, nous autres, on va comme prendre ça au sérieux. On va faire comme si Superman était vrai, pas comme s'il était une affaire comme wacky dans une réalité stylisée, là, comme mettons le Batman Adam West ou des choses de même. Ouais, c'est ça. Ça se pouvait pas, là. Mais tu sais, déjà là, Darkman existe dans un monde plus stylisé que ça. C'est comme, c'est pas supposé d'être 100% vrai. Puis c'est pour ça, justement, que c'est super pouvoir, là, si on peut appeler ça. C'est vraiment juste comme, il est comme un humain normal, mais plus fort. Il ne peut pas voler, il ne peut pas passer, il n'y a pas de rayon X ou d'affaires dans le même. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, à ce niveau-là, Darkman, c'est juste une coche de plus super-héroïque que juste un film avec un dude musclé de 1990. Que ce soit Van Damme ou Schwarzenegger ou Stallone. Puis ça, c'est hot. C'est ça qui venait vraiment me chercher quand j'étais jeune. Je pense que voler, c'était une coche de trop. C'était un bridge too far comme affaire que je pouvais assumer d'un personnage qui vient me chercher, genre. Quand ton personnage vole, ben c'est pas une personne que je pourrais rencontrer à l'épicerie. Darkman non plus, vu qu'il est défiguré, mais il y a plus un... Je sais pas, il existe plus dans le vrai monde. Puis ça, je trouve que c'est super bien fait, en plus, considérant que c'est super stylisé. Puis il y a des affaires de Evil Dead, là, vers la fin, il y a comme... c'est Marie-Lise qui avait noté ça, mais il y a une scène où ils font comme se taper sa face, là, comme les trois stooges, puis là, ils se regardent. Là. Puis ils font ah, tu sais, blablabla. Puis ça sonne vraiment. C'est vraiment comme une affaire d'Evil Dead, tu sais, comme quand ils se battent contre des genres de ghouls, là, qui sont comme I swallow your soul, I swallow your soul. Puis qui sont comme des genres d'affaires des genres de bébites sur une spring, que je sais pas trop, tu sais, qui bougent de façon pas naturelle. Il y a ça dans Darkman aussi, tu sais. Évidemment, ça avait. Là, c'est un peu en référence à son propre travail. Là, c'est pas. Mais, tu sais, puis l'affaire que j'ai écrite sur Letterboxd, c'est comment ça se fait qu'il y a des super-héros que ça fait 3 films que je regarde puis qui n'ont pas vraiment encore établi tout le groundwork que Darkman fait en 95 minutes. Comme Thor, là, mettons. Tu sais, les 2 premiers Thor, là, puis je sais que t'es pas gros fan de Ragnarok, mais je vais mettre Ragnarok là-dedans. Ça prend tout ça pour même pas être où ce que Darkman est quand Darkman finit, tu sais. Ouais, je suis d'accord parce que à la fin de Darkman, tu sais, je sais que c'est pas vrai sur des comics, mais j'ai l'impression que j'ai eu une aventure complète. J'ai eu comme son origine, puis je l'ai vu comme voir des aventures un peu variées. Puis ça a été closé, puis que là, il peut continuer à avoir des Darkman basés là-dessus, versus justement comme Thor, ça a toujours été comme un peu à moitié, qu'ils n'ont jamais mis entièrement les affaires du personnage dedans, mais que justement, que ça accomplisse ça comme en 90 minutes, c'est vraiment incroyable. En 96 minutes, en fait, je regarde sur le wiki de là. Mais ça me fait penser, par exemple, là, on parle de ça, puis de Sam Raimi, mais moi, je me rends compte que j'ai pratiquement pas vu du Sam Raimi comme hollywoodien plus sage. Comme, tu sais, je pense Tin Cup ou Love of the Game. Non, Love of the Game. Tin Cup, c'est Ron Shelton, mais ouais. Comme Love of the Game, puis, tu sais, comme... peut-être qu'un jour, on se rendra là, on va écouter de ces films-là. Mais je suis curieux, toi, as-tu un souvenir de ces films Hollywood comme non-genre qui... Ouais, fait que je vais juste regarder rapidement. Fait qu'après Darkman, ça passe à Army of Darkness, qui est un film qu'on a tous vu. Quick and the Dead,
qui est un western avec Russell Crowe. Tout de même stylisé en masse. Là. Très stylisé, très genre appliquons le Sam Raimi-ness à Sergio Leone, dans le fond. Ouais. Après ça, A Simple Plan, que je trouve qu'il est fucking bon, j'adore ce film. Tu sais, Sam Raimi, qui est un collaborateur des frères Coen dans les années 80, c'est son plus Coen. C'est son plus comme. C'est une affaire de crime, de monde qui trouve un sac d'argent dans le bois, dans le fond, puis là, il se chicane. C'est Bill Paxton, Bridget Fonda, puis Billy Bob Thornton. C'est vraiment bon. Simple Plan, recommandé. Love the Game, je ne l'ai pas vu. The Gift, ça, c'est comme. C'est un film qu'on se souvient qui était connu à l'époque parce que Katie Holmes était nue dedans. Oui, je me souviens de ça. C'est ça. Qui est un comme genre de thriller Southern Gothic, écrit par Billy Bob Thornton, par ailleurs. Qui me semble est plutôt plate. Je me souviens pas du style de ça. Ça a vraiment une bonne distribution. Là. Il y a Kate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Katie Holmes, Greg Kinnear, Hilary Swank, puis J.K. Simmons. Greg Kinnear, Keanu Reeves n'était pas dans Simple Plan aussi? Non. Simple Plan, comme je t'ai dit, c'est Bill Paxton, Bridget Fonda, puis Billy Bob Thornton. Okay. Puis il y a un quatrième dude, là, Brent Briscoe, un acteur avec une moustache. Un acteur qui ressemble un peu à un personnage d'Épic Bois, je te dirais. De par son existence générale. Ça fait qu'après ça, c'est Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Drag Me to Hell, qui est super le fun, mais là, qui retombe dans les trucs réguliers. Puis après ça, c'est Oz the Great and Powerful, que je n'ai pas vu. J'ai juste vu par bout, car jadis, quand j'allais chercher un latte pour ma blonde le samedi ou le dimanche matin au club social sur Saint-Viateur, dans mon quartier, il n'y avait qu'un seul film, un seul DVD qui jouait sur l'écran, le grand écran, les matins de week-end, et c'était Oz and the Great and Powerful. Fait que j'ai vu des bouts grâce au café, au club social, mais toujours pas vu. Mais c'est ça, donc, je serais curieux de voir comme ce qui semble les moins for love of the game, qui semblait un Raimi plus sage. Ben, tu sais, vois-tu, là, on avait peut-être déterminé un film pour la semaine prochaine, mais on peut peut-être switcher et revenir à ce film-là un jour. Puis y aller avec For Love of the Game. Je sais pas, je pense que notre film initial pour la semaine prochaine est un meilleur choix, mais je veux retourner. Je veux aimer le game. Ouais, bon, on peut se rendre là. Du game, C'est sûr que Costner, on peut se rendre là, c'est pas compliqué. Là. Mais j'avoue que c'est vraiment weird que ce soit Sam Raimi qui a réalisé ce film de baseball avec Kevin Costner. Tu sais, comme, il n'y a rien qui laisse présager ça dans son œuvre. Tu sais, fait que c'est intéressant, mais je l'ai jamais vu. Tu sais, puis je vais dire ça tout de suite, là, je vais le caler. Je vais sûrement trouver ça plate. Il y a on risque de trouver ça plate, mais de la même façon qu'on a parlé des fois, quelqu'un aime ça écouter, même s'il n'aime pas Timothy Dalton, il aime James Bond, fait qu'il aime ça aller jumper dedans. T'sais. Si t'aimes Sam Raimi, tu peux aller en regarder un mineur, puis être comme il trouver une petite perle ou trouver quelque chose. C'est ça, mais je trouve toujours ça intéressant de regarder les films. Quelqu'un qui a une longue carrière, puis Sam Raimi est un petit peu trop jeune pour embarquer là-dedans, mais quelqu'un comme Sidney Lumet, mettons. Tu sais, qui a commencé à faire des films dans les années 50, puis son dernier film est en 2006, puis il y a Vin Diesel dedans. Lui, il a fait toutes les hosties de sortes de films que tu peux pas imaginer. Fait que, tu sais, des fois, c'est intéressant d'aller voir quelque chose que, non seulement c'est pas bon, mais tu devrais pas le regarder. C'est un bon réalisateur quand même. Un film de merde fait par un bon réalisateur qui, tu sais, il va y avoir des choses à l'intérieur qui sont bien. Ça veut pas dire que le film est bon pour autant, tu sais. Non, absolument pas. Mais qui sait? Qui sait? Ouais, mais ben, c'est ça. Je sais pas. Là, c'est ça, il revient. Ça fait quasiment 10 ans que Sam Raimi n'a rien fait. Ouais, ben, moi, ce que je suis vraiment curieux, c'est que si on l'a vu qu'on a Sam Raimi, tu sais, Spider-Man 3 est, ma foi, vraiment mauvais, mais je trouve que c'est un de ces grands exemples-là de fourrage avec le chien de franchise. Parce que c'est clair que Sam Raimi, les films de Spider-Man qu'il a fait, clairement, il adore Spider-Man, mais il adore le Spider-Man des années 60. Spider-Man original, dessiné par Steve Ditko, puis dessiné par John Romita Sr.
Puis Spider-Man 3, il y a Venom dedans, qui est un méchant des années 90. Puis tu vois que Sam Raimi s'en calisse de Venom. Il voulait pas avoir Venom dans son film. Il y a une scène où ce que tous les fanboys voulaient comme c'est que Spider-Man va être badass quand il va avoir le soupe de Venom. Ben, c'est pour ça que Sam Raimi en a fait un esti de bouffon dansant qui a une vie éternelle comme meme. Parce que lui, il est comme c'est cave ça, Venom. On veut pas Venom. Venom caca. C'est ça qui arrive quand il est habillé en noir puis qu'il est cool, il danse puis il est un toton. Puis il y a une scène où ce que Spider-Man enlève le costume noir de Spider-Man, son costume cool, il le crisse dans une valise, puis il le crisse dans un garde-robe, puis tu ne le revois pas pendant 30 minutes. J'ai rarement vu ça dans un film, un réalisateur qui fait « Check ça, je m'en calisse, je le mets dans le garde-robe pour une demi-heure, puis vous ne le reverrez plus, j'aime pas ça. » Puis... Ben c'est ça, tu sais, c'est ça, t'as raison. Sam Raimi a flexé sur les studios d'une façon qu'on risque de ne pas revoir avant longtemps. Parce que je pense que même si c'était des films à haut budget, les Spider-Man, le studio voyait ça un peu comme un loss leader. C'est comme la raison pourquoi les hot dogs au Costco, ils sont tout le temps 1,69, même si c'est sûr que ça vaut plus que 1,69 maintenant. C'est que tu perds de l'argent sur le hot dog, mais tu vas toujours attirer le monde avec des hot dogs. Puis Spider-Man, c'était ça en 2001. C'était comme, ça va nous coûter cher, mais on va pouvoir plugger des albums. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de Dashboard Confessional dedans. C'est un produit multimédia. Personne ne regardait, I guess, rendu à Spider-Man 3, fait qu'il a pu faire ce qu'il veut, puis il a juste... c'est sûr que c'est pour ça qu'il a moins travaillé depuis ce temps-là. Ouais, ben, moi, je pense que, en fait, je pense qu'il est arrivé le contraire, c'est que dans Spider-Man 1, c'est comme, peut-être que le monde ne va pas être tanné des super-héros après le succès de X-Men. Ouais. Puis là, c'est devenu un méga hit. Là, il fait Spider-Man 2, c'est encore un méga hit. Fait que là, le monde de Sony, ils ont dû faire comme, oh, ça, c'est nice. Fait que là, c'est le temps de... OK, là, c'est le temps de mettre nos mains là-dedans puis de le masser. Puis là, les fans veulent Venom, fait que met Venom dedans. Puis là, lui, il a fait comme OK, gang. Mais ça n'a comme pas marché, puis je pense que ça l'a vraiment comme un peu déconcrissé. Ouais. Mais moi, je pense, mettons que il y avait aussi une rumeur, il était supposé le faire avec The Vulture dedans, qui est finalement devenu un méchant dans Homecoming. Mais moi, je pense que s'il avait comme fait un Spider-Man 3 comme il voulait, il aurait peut-être fait un Spider-Man 4 ou 5, puis peut-être d'autres films on the side pour Sony, puis peut-être que la shape aussi du cinéma de super-héros serait différente, mais en tout cas, je suis curieux de le voir revenir là-dedans pour Doctor Strange. Là. Ouais. Mais bref, même le 3 a été un hit, là. C'est le 58e film qui a fait le plus d'argent dans l'histoire encore. Mais il a fait ça en trollant le monde, puis en faisant « Vous voulez ça? C'est ça que vous voulez, tabarnak? Non, voilà! » Il y a de la comédie musicale là-dedans. Ah ouais, esti. J'adore toujours ça. Moi, ça, c'est une attitude que j'adore dans l'art. C'est comme « Ah ouais, c'est ça que vous voulez, hein, ma maudite gang de cave. » Ça vient toujours me chercher. Ben, moi, je trouve que c'est encore meilleur parce que dans mes intérêts à moi, c'est comme non, moi, je veux faire du Spider-Man des années 60, j'en veux pas votre Spider-Man des années 90 à la crotte. Mais, c'est ça. Mais tu sais, Spider-Man des années 90, c'est super cool, il y a plein de bonnes affaires dedans, mais c'était pas pour lui. Lui, il aime pas ça. Il aime pas ça, dis pas de le faire. Mais tu sais, puis ça revient à l'affaire que je dis souvent, c'est que tu sais, avant, on engageait des cinéastes pour faire du IP qui rentraient là, puis il fallait qu'ils se fassent tordre le bras. Ils voulaient pas, tu sais. L'exemple que j'ai tout le temps, c'est genre Brian De Palma qui fait des Untouchables, puis il est comme, je vais juste le faire si je peux dépenser beaucoup d'argent puis mettre un hommage au cuirassé Potemkin dedans. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire le film que vous voulez que je fasse. Puis l'idée, justement, qu'avant les cinéastes, puis Sam Raimi qui fait Spider-Man 3, c'est peut-être un des derniers vestiges de ça. Il était comme, d'accord, j'accepte votre offre de marde minable, mais vous allez me laisser faire qu'est-ce que je veux. Il va danser sur du jazz. C'est ça. Puis ça, je pense que ça, c'est une affaire qui manque, là. C'est pour ça qu'ils vont chercher des réalisateurs qui sont bons, là. Je veux dire, ils vont chercher Chloé Zhao pour faire Eternals ou Ryan Coogler pour faire les Black Panther, mais c'est du monde qui n'ont pas encore gagné, ils n'ont pas encore gagné le privilège de dire fuck you à personne. Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive, c'est que faire un film de super-héros, ça devient la chose qui te donne du fuck you money, mais tu veux plus dire comme là, maintenant, je vais te dire fuck you. Fait que tu
tu deviens un genre de Jon Favreau, tu deviens comme un peu une mitaine de Disney, tu sais, puis je dis pas que ça veut pas dire que ça va pas faire des bonnes affaires en dedans de ce frame-là, mais idéalement, quelqu'un comme Sam Raimi qui dit « va chier », j'aime mieux ça. Moi, dans mon art, je veux toujours que le monde me méprise un peu. Tu sais, je pense que ça fait de l'art plus intéressant. Ouais, tu veux te faire gifler un peu. Mm. Tu sais, c'est une situation chanteuse de chambre dans un film noir des années 40, là. Elle vient s'asseoir sur tes cuisses alors qu'elle chante, puis là, t'es comme « Oh yeah! » Mais là, ça va d'abord, puis elle te gifle. C'est ça que tu veux de ton art. Moi, je veux pas nécessairement être le giflé, mais je veux être, mettons, dans le bar quand quelqu'un se fait gifler, puis je fais rien. Parce que moi, je suis comme, écoute, t'avais qu'à pas être ici. C'est pour ça. T'es venu ici au bar sans penser que t'allais te faire gifler. Ça, c'est ton problème. Ouais. Fait que, tu sais, en autant que l'artiste gifle. Toi, c'est ça que tu veux. C'est ça. Tu me demanderais qui gifle en autant qu'il gifle. Mais c'est une affaire qui revient. Souvent, là, j'en ai déjà parlé, mais l'idée de, mettons, du film de Mario Bros, là, qui est pas bon, mais qui était pas ce que personne s'attendait. T'sais. Puis maintenant, on peut plus. Il n'y aura pas. Le monde est chie à terre d'un Star Wars qui est essentiellement un Star Wars qui est exactement comme tu t'attends, avec deux affaires que tu voulais pas voir. Mais t'imagines si là, il sortait le film de Mario Bros comme il est là, aussi loin du IP. Comment les nerds de l'Internet capoteraient. Genre, ben, regarde, ça a été. Le Snyder Cut, c'est rien, là. Le Snyder Cut, c'est rien. Imagine si fucking Mario Bros sortait aujourd'hui. Ah non, on brûle le stade olympique, là. On brûle le stade olympique. Mais ça, c'est drôle parce que justement, ça a été ça a comme popé il y a une semaine ou deux. Ça a été révélé qu'il y avait une couple d'années, il y avait des rumeurs qu'il va y avoir une série de Legend of Zelda sur Netflix. Puis, ça, c'est vrai. Et aussitôt que ça a été leaké sur Internet, Nintendo a fait « OK, non, ça a leaké sur Internet, fuck ça, tire la plug. » Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. C'est comme, ben regarde, ils prennent plus de chance, les coquins. Ben, c'est ça. Mais je pense que là, on a trop mis. Là, on est rendu loin de Darkman, mais pas dans son. Non, parce qu'on parle de traité de propriété intellectuelle et versus Darkman, ça vient entièrement tout détruire de Sam Raimi. Puis c'est pour ça qu'il était capable de le faire comme il voulait, puis c'est pour ça que c'était efficace comme il voulait, c'est toutes les affaires qu'il aime. Mais ça reste tout de même traité comme si ça existait déjà. C'est ça l'affaire que je trouve qui est la pureté de Darkman. C'est que Sam Raimi est en train d'adapter ses pensées. Comme, il traite son cerveau comme du IP. Puis ça, c'est totalement mon cerveau empoisonné, mais de trop de films de IP. Là. Parce que dans le fond, qu'est-ce que la création sauf traiter ton cerveau comme du IP, on s'entend? Ouais. Mais de créer un film qui existe en dedans de des codes, puis en dedans de un univers qui nous est immédiatement familier et connu, sans que ça existe vraiment avant, ils peuvent même pas faire ça quand ils ont un IP qui existe. J'essaie de penser, mettons, à Assassin's Creed, là, mettons. Le film d'Assassin's Creed qui est une impénétrable merde, qui est quand même le fun à regarder, mais qui est comme... Je suis pas capable de suivre, je sais pas ce qui se passe. Il y a une pomme qui est en fait un genre de robot avec une clé dedans, puis tout ça. Le film d'Assassin's Creed a pas pu être... Il aurait jamais pu être bon. Parce que dans un sens, tu veux faire un film original, puis dans l'autre sens, il faut que tu fasses plaisir non seulement aux fans, mais aux gens qui gèrent l'image et les trucs de ça. C'est pour ça qu'inventer quelque chose de toute pièce est beaucoup plus risqué, mais risque d'être meilleur aussi. Parce que quand tu inventes quelque chose de toute pièce, ben personne n'a d'attente quelconque. Ou ils ont des attentes basées sur ce que tu as fait avant, puis qui est dedans, puis mais ils n'ont pas des attentes sur tes talents de calquer ou de décider de ne pas calquer quelque chose. C'est pour ça que je pense que Darkman ça l'était peut-être pas en 1990, mais ça semble radical maintenant. Ouais. Regarder Darkman puis faire ça, c'est une expression artistique des purs. Tandis qu'en 1990, c'est comme... Ouais, c'est un peu comme Robocop, mais plus comme un EC Comics de Robocop. Robocop, mais il est dans des guenilles. Exact. Je pense pas que c'est réellement radical là, si tu le prends historiquement. Mais si tu regardes Darkman maintenant puis tu le mets contre un Justice League,
Darkman, c'est comme le premier Clash, puis Justice League, c'est comme The Mars Volta. Comme ou Coheed and Cambria, genre, tu sais, un esti d'affaire de prog par rapport où il faut que tu lises des comics pour comprendre les tunes, genre. Je pense que le balancier va revenir éventuellement, parce que là, éventuellement, il va y avoir une saturation de trucs de super-héros, tu sais. Puis le monde va être tanné, le monde s'attend toujours de tout. Il n'y a jamais eu quelque chose qui est resté à sa même popularité pour toujours. Il va toujours avoir des films de super-héros, ça, j'en suis convaincu. Mais la saturation et la domination ne sera pas pour toujours. Ouais. Puis après ça, je ne sais pas de quoi Darkman va avoir l'air une fois qu'on a redescendu, là, mais... Ma mini prédiction de tout ça, c'est que avec les. C'est sûr, il va continuer à en avoir, mais avec les services de streaming, je pense que ça va. Tu sais, mettons, on aura plus comme 6 films de super-héros par année, mais il va avoir comme juste plus de séries de streaming de super-héros, genre, tu sais. Quand le MCU va être à son moins populaire, peu importe quand est-ce que ça va arriver, ça va rester populaire en série limitée sur Disney+. Puis même chose pour HBO Max avec les personnages de DC jusqu'à ce que ça plateau encore. On le voit, là. On le voit tout de suite, justement, pour revenir à Chadwick Boseman, tu sais. Je pense que personne n'avait calculé le véritable pas problème, mais l'éventualité que quelqu'un meure. Tu sais, tu peux pas, surtout quand tu construis un univers qui dépend sur maintenant des centaines de personnes, tu sais, il peut arriver des choses comme quelqu'un meurt ou quelqu'un a un accident de char et défiguré, quadriplégique, ou tu sais, ça arrive même aux stars d'Hollywood. Je pense que là, ça a été annoncé d'ailleurs que Marvel va faire un show de Wakanda, genre. Oui, ça fait partie comme Ryan Coogler a comme signé un deal avec Disney, je crois, et que ça fait partie de ça, un show de Wakanda. Il va y avoir un show. Pour tous les films de super-héros qui vont encore exister, il va y avoir le show. Au cas où que la personne ne peut plus être dedans, la personne ne veut plus être dedans, parce que ça bouge trop vite pour que les fans acceptent. Personne n'aurait accepté un nouveau T'Challa, là. Ça se pouvait pas. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est, regarde, on va prendre un chemin alternatif, puis ça va se passer sur une route autre que celle-là qu'on a établie déjà. Fait que ça, c'est le problème, justement, avec la façon que les films de super-héros se développent maintenant. C'est que tu peux pas... Il n'y a pas de place pour les imprévus. Comme le COVID ou la mort d'un de tes acteurs. Mais ça me fait penser, d'ailleurs, il y a 2 suites à Darkman. Oui, hein, moi, je serais... sérieux, ça me... titillé. Je suis sûr qu'ils sont terribles, mais ça me... comme... D'ailleurs, je trouve qu'il devrait... Ça devrait être sur Tubi, là. Darkman 2 et 3 devraient être sur Tubi, là, vu la qualité de la plateforme, puis j'irais les voir, c'est clair. Tu sais, le Darkman 2, c'est The Return of Durant, puis... Fait que c'est Arnold Vosloo qui joue Peyton Westlake. Arnold Vosloo qui est le gars qui joue la momie dans les films de la momie avec... qui joue le prince, dans le fond, la version non-momie de la momie. Puis Larry Drake en revient dans le 2e. Puis le 3e, qui a vraiment un esti de bon nom, Darkman 3, Die, Darkman Die. Nice. Ça, c'est sick. Là, rendu là, le méchant, c'est juste rendu Jeff Fahey, le Lawnmower Man. Moi, j'étais un fan de Jeff Fahey. Il est dans Lost, ça se peut-tu? Oui, il était dans Lost, puis dans la dernière saison de Justified. Puis, il joue comme un vieux minier de charbon qui a viré fou, qui est vraiment écœurant. Mais je crois aussi qu'il était dans un... Il y a eu la vedette dans une télésérie de ABC qui était un agent du FBI, je crois, ou lui aussi un Marshall, qui était aussi basé sur du Elmer Leonard. The Marshall. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Bref, tout le temps prêt pour un peu de Jeff Fahey. Ouais. Mais tu sais, comme ça m'a fait penser. Aujourd'hui, je pensais à ça, en fait, en faisant un peu de recherche là-dessus, tu sais, le 2e, From Dusk Till Dawn. Tu sais, parce qu'il y a eu plusieurs de From Dusk Till Dawn. Le 2e est réalisé par Scott Spiegel, qui est le gars qui a coécrit Evil Dead 2, tu sais, qui est un bon ami de Sam Raimi, puis que Sam Raimi, en plus d'être, tu sais, le gars qui a inventé un certain langage de films de super-héros, c'est aussi le gars qui est, dans un sens, le pionnier
des sequels par rapport straight to DVD de films qui ont eu un succès. Parce qu'il a produit les suites de Darkman, puis il a aussi produit les suites de From Dusk Till Dawn. Mm-hmm. Fait que, en tout cas, je sais pas, c'est intéressant. Là, je pense qu'il croyait à ça comme Club École. Comme situation de Club École, c'est comme Roger Corman, puis tout ce monde-là. Là. Puis tu sais, j'ai vu Texas Blood Money, le deuxième From Dusk Till Dawn. Moi aussi, jadis à sa sortie en DVD. Puis c'est extrêmement stylisé de façon ridicule. Je me souviens que dans un des premiers shots, la caméra est sur une fan, tu sais, qui tourne, là, qui fait des rotations de fan. Mm-hmm. Puis qu'on voit la scène au complet selon au gré du fan. Puis ça, c'est drôle en Christ. Genre, c'est vraiment niaiseux. C'est comme vraiment une affaire de bro, de film school bro. Là. Mais en tout cas, fait que, tu sais, c'est ça. Sam Raimi, veut pas, est important dans plein d'affaires. Scott Spiegel a aussi réalisé Hostel 3, qui était aussi straight to DVD. Mm-hmm. Tu sais, c'est du monde qui travaille. C'est des gens qui travaillent. En tout cas, ça, on va leur donner. Absolument. Ils veulent faire des films. Sauf Sam Raimi, que ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de film. Mais il faisait Ash vs. Evil Dead aussi. Fait que ça, ah oui, c'est vrai. Fait que là-dessus, je pense qu'on va terminer notre épisode. Oui, on a commencé à tergiverser là. À tergiverser en masse. On espère que vous avez aimé notre pensée de Darkman. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ouais. C'est fucking bon. On espère aussi que vous aimez le tergiversage. On l'espère. On l'espère. Si vous aimez les voyeurs de vue, on vous invite à nous donner 5 étoiles sur votre plateforme que vous écoutez des podcasts et un review. Ça nous aide à être plus visible. Et vous pouvez même nous lâcher un mot au voyeurdevue-podcast@gmail.com si le cœur vous en dit. On est aussi sur YouTube. Alors, veuillez vous abonner à la chaîne de YouTube, histoire qu'on aille un URL custom. Mais en attendant, Alex, les gens qui te cherchent, ils te trouvent où? Ouais, ben est-ce qu'on dit le film qu'on regarde la semaine prochaine? Ah oui, c'est vrai. Quel film on regarde la semaine prochaine, Alex? Ben, ça ne sera pas For Love of the Game. On va suivre Frances McDormand la semaine prochaine. On va la suivre vers Almost Famous de Cameron Crowe. C'est bon de noter que Almost Famous de Cameron Crowe existe en 2 versions. Il y a la version Almost Famous et la version Untitled qui est sortie en DVD, qui est plus longue et qui est, je crois, nettement supérieure, mais plus dur à trouver. Fait que moi, je vais regarder Untitled à la maison si vous voulez suivre. Là. Une des choses qui est importante dans Untitled, c'est que la scène de Mark Maron où il crie Lock the Gates est plus longue. Bien sûr, quand on lock les gates, on veut ça au complet. Dans la version du cinéma, on entend juste Lock the Gates. Dans la version Untitled, c'est Lock the Gates on these motherfuckers. Puis il y a toute une scène où ce qu'il a écrit après. Stillwater? Ouais, Stillwater, mais je pense que le Noah Taylor, qui est le manager, je pense, ça devient Jimmy Fallon. En tout cas, on en parlera la semaine prochaine. Jimmy Fallon est dans fucking Almost Famous, by the way, avec une grosse barbe. Puis, fait que moi, je regardais Untitled, je sais pas, sur Tubi, en ce moment, il y a Almost Famous, la version theatrical. Donc, si vous voulez suivre à la maison, c'est la façon la plus facile d'obtenir Almost Famous. Excellent. Alors, fait que ça, Almost Famous de Cameron Crowe la semaine prochaine, on a bien hâte. En attendant, vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Instagram, sur Twitter ainsi que sur Letterboxd et Robien.com. Et moi, vous pouvez sur cultmontreal.com pour mes écritures. Après ça, sur Letterboxd, je suis Why Does It Exist et sur Instagram et sur Twitter, je suis Alex Rose avec 2 petites barres en dessous. Excellent, ça. Mais en attendant, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous invite à aller voir une vue. Yeah. Les voyeux.